Voilà, pour cette seconde table ronde, nous allons détailler ce qui constitue ce qui a été inscrit sur l'agenda, notre identité mérienne. C'est un néologisme, mais ça veut dire quand même beaucoup de choses. On a évoqué à l'instant cette certification avec l'AFNOR. Et on a ce matin avec nous un certain nombre d'illustres invités, mais je commencerai par vous, Éric Banel, vous êtes directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Comment est-ce qu'on pourrait décrire au sens large l'identité mérienne? Qu'est-ce qui constitue l'identité mérienne? Alors on en a quelques représentants par la pêche, par le sauvetage, on va en parler après, mais c'est assez large. Dites-nous. D'abord, merci et bonjour à tous. Alors, l'identité mérienne, il faut quand même rendre hommage à celui qui a inventé le concept, qui est Jacques Rougerie, architecte de la mer. Et un jour, et certains d'entre nous en avons discuté avec lui, il a voulu poser le terme de mérien par opposition au terme de terrien, en disant, mais au fond, on parle toujours de terrien, et est-ce qu'on n'a pas intérêt à voir la mer comme un espace à part entière, non plus simplement comme l'espace que l'on voit de la Terre, mais comme un espace qu'on voit, donc on entend comme de mer. Et d'où le terme de mérien. Alors mérien, évidemment, c'est au fond un peu tout ce qu'on va se dire pendant ces prochains jours. Être mérien, c'est se revendiquer, appartenir à une communauté qui est la communauté maritime et littorale dans son ensemble. Moi, je voudrais quand même rappeler que le ministère que je représente ici, la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, porte la politique maritime, elle porte la stratégie nationale mer et littoral et elle la décline ensuite à travers un exercice qu'on appelle la planification maritime. Cet exercice, donc, il est piloté en centrale, mais il est animé localement par les préfets maritimes et les préfets de région, coordonnateurs au niveau de chacune des façades. Donc c'est un processus qui est aussi très territorialisé, qui est construit avec les territoires, avec les acteurs. Quand je regarde l'exercice stratégique, quand je regarde l'exercice de planification actuel, il y a quelques grands ensembles sur lesquels je voudrais revenir. D'abord, un terme qu'on n'a pas utilisé encore ce matin, qui est celui de patrimoine maritime. Et ce terme de patrimoine, alors on pense tout de suite au phare, dont j'ai la chance d'ailleurs d'avoir la charge, et que vos collectivités valorisées avec le Conservatoire du littoral notamment. Donc ça, c'est la partie patrimoniale bâtie que l'on connaît. Mais le patrimoine, c'est aussi le patrimoine immatériel. Et là, c'est au fond tout ce qui fait notre communauté maritime. Et vous retrouvez à la fois les éleveurs d'huîtres de Cancale, vous retrouvez les pêcheurs de Loire-Atlantique, vous retrouvez les champs de marins chers à Yannick, vous retrouvez plein de belles choses qui forment donc, cette communauté immatérielle et qui fait que ce patrimoine aujourd'hui est vivant. Et je profite de la présence de notre président de la SNSM pour dire que nous menons au combat, d'ailleurs que Yannick a beaucoup soutenu ces 2 dernières années, pour que justement notre modèle de sauvetage en mer soit reconnu comme patrimoine immatériel, et parce que justement c'est une des forces de la France d'avoir autour des valeurs du bénévolat construit un modèle qui est très singulier aussi dans notre société où on attend toujours énormément de l'État. Et là, certes, l'État est là auprès de la SNSM, mais c'est avant tout nos acteurs locaux, territoriaux, nos bénévoles qui font le sauvetage en mer. Donc ça, c'est donc l'aspect patrimonial. Le deuxième, c'est la protection des océans. Alors, on en a beaucoup parlé à Nice en juin, puisque nous étions, pour beaucoup d'entre nous, sur ce congrès mondial qui a réuni l'ensemble de la communauté internationale à Nice, ce qu'on appelle l'UNOC, la Conférence des Nations Unies sur les océans. Donc on a parlé protection, on a parlé aire marine protégée. Vous savez que la France, et c'était une des grandes annonces du président de la République, a décidé de porter donc très haut le traité sur la haute mer. La bonne nouvelle, c'est que ce traité sur la haute mer vient d'entrer en vigueur avec les 60 ratifications. Donc ça, c'est la dynamique de Nice. Donc on a vraiment un très bel ensemble international qui s'est développé sous le patronage de la France. Mais c'est aussi très concrètement dans vos territoires l'ensemble des aires que l'on construit, des aires marines protégées, qui sont souvent des aires marines à des degrés de protection divers, ça nous est parfois reproché. Et aujourd'hui, on a plus de 70% de notre espace maritime qui est protégé à des niveaux, à des degrés divers. Alors on essaye d'aller plus loin en créant ce qu'on appelle des zones de protection forte. La ministre a signé, d'ailleurs en même temps que la feuille de route Nautisme et Plaisance, le 8 septembre, juste avant donc la date fatidique, donc cette instruction sur les zones de protection forte en mer. Donc on déploie aujourd'hui donc des zones renforcées. Mais un des messages qu'on a fait passer à Nice, c'est que la protection,
elle est conciliable, elle est aussi donc, envisageable avec les activités économiques que sont notamment la pêche ou d'autres activités. Donc, parfois, elle ne l'est pas, et ça dépend évidemment de l'objectif de la zone de protection, mais elle n'est pas nécessairement antinomique et il ne faut pas nécessairement opposer donc, à marine protégée et protection. Mais la protection, et ça, Christophe en parlera, notre préfet maritime en parlera donc, beaucoup mieux tout à l'heure, et surtout donc, beaucoup plus en détail. La protection, c'est aussi notre capacité à assurer la surveillance de nos espaces, à assurer nos missions de sauvetage en mer. Moi, j'ai la chance d'avoir des équipes donc, qui sont dans les CROSS, dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, sous la coordination des préfets maritimes. Ces CROSS, comme nos services déconcentrés, l'administration de la mer, ce sont les directions interrégionales, ce sont les directions de la mer et du littoral. Je salue Christophe et la direction de la mer et du littoral de Corse. Donc, toutes ces équipes qui font aujourd'hui, donc, avec vous, évidemment, avec les collectivités, qui font ce travail de terrain, ce travail d'accompagnement de projet, ce travail aussi de protection, de surveillance, qu'on appelle aussi l'action de l'État en mer. Donc, ce travail-là, ce travail complet, il se fait donc, avec un souci constant d'être à l'écoute des territoires. Le troisième item sur lequel on a parlé tout à l'heure et sur lequel je voudrais quand même revenir rapidement, c'est celui de l'économie bleue. L'économie bleue aujourd'hui en France, elle se porte bien. Elle est créatrice de valeur, de croissance et d'emploi. Et ça, je le redis, parce que souvent, donc, j'ai l'impression qu'on parle souvent de mauvaises nouvelles. Et Olivier le sait, dès qu'on parle de la mer, on parle donc, de secteurs qui parfois donc, peuvent apparaître comme des secteurs en crise, ou en tout cas qui ne se développent pas assez. Or, là, actuellement, on a une ambition qui est extrêmement forte sur l'énergie. C'est la planification énergétique qu'on est en train de porter avec les fameux 18 gigawatts d'ici 2035. Sur le transport maritime, on a un pavillon français qui aujourd'hui a doublé en termes de nombre de navires et qui a donc triplé en termes de jaugeage. Donc on a un pavillon français qui se porte extrêmement bien. Donc ça signifie aussi derrière des emplois à terre et en mer. Et puis on a également d'autres activités qui se développent autour de l'innovation, autour des chantiers navals, autour de la capacité à construire en France. Les trois clés, au fond, de cette réussite, elles sont d'abord notre capacité à travailler ensemble en logique de filière. Tout à l'heure, on a parlé de la feuille de route nautisme et plaisance. On va l'officialiser dans 2 jours à La Rochelle. Ça, c'est une démarche co-construite. Mais il y en a d'autres. Il y a la feuille de route sur la décarbonation du maritime que Frédéric Moncani a évoquée. Mais il y a aussi la feuille de route pour l'économie bleue outre-mer. Toutes ces démarches-là sont des démarches intégrées, construites avec les collectivités, les élus du littoral et les filières. Donc ça, c'est la première chose, c'est travailler ensemble. Et ça, je pense que dans le maritime, on est plutôt bon pour le faire. Deuxièmement, c'est avoir une vision intégrée, et je dirais une vision industrielle. Quand, avec Christophe et avec les préfets, donc, on commence à projeter des parcs éoliens en mer, alors je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde dans la salle, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement de mettre de l'éolien pour avoir de l'énergie derrière. C'est aussi avoir une capacité industrielle en France. Et de même, développer des bateaux, mettre des bateaux sous pavillon français, c'est aussi avoir une capacité industrielle en France. Alors tout ne sera pas construit en France, mais en tout cas que les nouvelles technologies, je pense à la propulsion vélique en particulier, parce qu'on travaille beaucoup dessus, toutes ces nouvelles technologies françaises doivent pouvoir être valorisées, et ça c'est de l'emploi, c'est la capacité industrielle dans les territoires, dans nos ports. Enfin, la troisième clé de réussite, c'est la formation. On ne peut rien faire si on ne fait pas monter en compétence nos marins et nos formations. Et ça, on est, je pense, plutôt bon aussi pour le faire. On a un lycée maritime ici à Bastia qui est assez exemplaire. On va mercredi inaugurer une formation d'officier chef de quart. C'est la première fois qu'on le fait dans un lycée maritime. Donc une formation qui est une formation supérieure. Parce que justement, on a besoin de marins aujourd'hui et on n'est pas en capacité de fournir suffisamment de marins. Et donc ça, c'est un exemple typique de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans notre enseignement maritime qui dépend aussi de mon ministère. Et je trouve que ça, on le valorise localement. D'ailleurs, avec la collectivité de Corse, on l'a beaucoup valorisé ces dernières semaines, mais au fond, on ne le valorise pas assez et on ne le sait pas assez. Alors, pour résumer, être mairien aujourd'hui, je pense que c'est travailler en communauté, faire équipage, pour reprendre une expression que nous aimons bien ici autour de la table, et être capable de mobiliser l'ensemble des acteurs, l'ensemble des filières, l'ensemble des territoires pour aller dans le même sens, développer une économie bleue responsable, développer des emplois et des compétences et protéger nos océans. Merci, c'est un état d'esprit finalement, une volonté, un état d'esprit. Merci. Merci beaucoup Éric Banel. Monsieur le Président Amiral, vous êtes président de la SNSM
Et quand on parle, alors c'est marrant parce qu'Éric Banel a parlé de patrimoine, moi je me réfère à l'histoire finalement, le sauvetage, il est partie prenante et même indissociable de l'identité mérienne française. À quand cela remonte-t-il? Un peu d'histoire. Un peu d'histoire. On a fêté cette année, célébré les 200 ans du sauvetage organisé en mer, mais en fait l'enracinement est beaucoup plus profond. En fait, quand on parle d'identité mérienne, on parle d'êtres humains en mer et sur les littoraux. Et c'est ce qui caractérise cette vie des êtres humains sur les littoraux, c'est la solidarité. Et je vais revenir là-dessus. Clairement, qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 ans quand on a organisé le sauvetage? C'est le développement sur les côtes des bains de mer thérapeutiques, d'abord bien sûr, et ensuite des bains de mer de loisirs. Ça a provoqué naturellement un afflux de personnes, d'abord très aisées et ensuite populaires, vers les plages et vers les littoraux. Et ensuite, bien sûr, des accidents et des problèmes derrière. La deuxième chose qui s'est développée il y a 200 ans, c'est le transport de passagers par voie de mer, avec les premières grandes migrations, et notamment entre l'Europe et le Nouveau Monde. Et là aussi, surtout à cette époque, des naufrages, des problèmes, bref, autant d'occasions d'exercer la solidarité. Cette solidarité des gens de mer, elle s'applique, elle est vraiment de la terre à la mer, de la plage au large. Et autant, bien sûr, c'est une des valeurs fondamentales de nos bénévoles, elle ne peut s'exercer qu'avec le soutien des collectivités. Ici, dans cette salle, de très nombreux élus nous soutiennent dans notre action de sauvetage avec une grande solidarité. Et je ne parle pas vulgairement d'argent, même si de temps en temps ça compte. Je parle aussi de tout le soutien moral des communes et puis des collectivités de niveau supérieur qui sont solidaires de nos sauveteurs, qui leur témoignent de la reconnaissance et qui leur permettent de s'engager en leurs risques et périls. Notre mission, nous l'exerçons toujours sous les ordres des CROSS, et donc c'est une mission de service public. Nous sommes sous les ordres des préfets maritimes et notre mission est absolument nécessaire car elle participe au développement de l'économie bleue en assurant une forme de sécurité, peut-être un bien grand mot, mais une sorte de confiance pour les mériens qui se rapprochent des eaux. Et par exemple, en Corse, cet été, nous avons sauvé et assisté plus de 1000 personnes. Et avant-hier encore, dans le golfe de Valinco, on a sauvé un septuagénaire qui était en arrêt cardiaque et qui probablement serait mort s'il n'avait pas été transporté par une chaîne de secours mise en œuvre par le CROSS et qui nous a permis de l'évacuer vers l'hôpital d'Ajaccio, pas en très bonne santé, mais vivant. Merci. Mais on peut préciser que la reconnaissance du sauvetage en mer comme patrimoine immatériel est une initiative qui fait des émules. Si on peut juste en dire un mot, je crois qu'il y a 170 communes qui aujourd'hui y adhèrent. Alors, à tout seigneur, tout honneur, il faut rendre hommage à Yannick Moreau. Parce que c'est lui qui a porté l'initiative. Et donc, pas en tant que président de l'ANEL au début, en tant que simplement maire des Sables, il a voulu effectivement inscrire d'abord au patrimoine national, puis au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est ce sauvetage en mer. Moi, j'ai été vraiment ému par le soutien d'effectivement des 170 communes qui se sont associées à la démarche. Alors, c'est une démarche, j'ai compris, de long terme. Je suis extrêmement impatient de nature et j'ai compris qu'il fallait que je me modère parce que ça va prendre du temps. Mais ça avance très bien. C'est parti de Vendée, ça monte à Paris. On est bien parti. Merci beaucoup, Amiral. On parle de sécurité et de sauvetage. Alors, je me déplace mon regard vers vous, Hervé Bourry. Vous êtes maire de Messanges, président des maires des Landes et vice-président littoral de l'Association des maires de France. Alors, le sujet de la sécurité, il vous concerne vous directement. Et puis l'actualité nous le rappelle malheureusement souvent, hein, évidemment. Le syndicat mixte gestion des baignades landaises que vous présidez a mis en place une coopération départementale. J'aimerais que vous nous précisiez, parce que ça aussi c'est typique et ça fait partie de notre identité mérienne. Oui, tout à fait. Bon, d'abord, très heureux de me retrouver sur l'île de Beauté, ce qui n'est pas le cas tous les jours.
Et mes remerciements aussi à monsieur le maire de Bonifacio et à notre futur président, nouveau président, pour son accueil. Alors c'est vrai que les Landes ont une spécificité, c'est que toutes les communes qui sont concernées par l'activité littorale sont présents et représentés au sein de divers syndicats mixtes. Et nous travaillons collectivement, notamment avec le département, qui nous aide avec ses moyens techniques et financièrement, pour lutter contre diverses problématiques. C'est la récolte, par exemple, des déchets qui s'amoncellent tout au long de l'année sur notre littoral, que nous récupérons, que nous trions. C'est aussi la lutte contre les plantes invasives de nos lacs et étangs landais. C'est aussi le désenvasement. Et nous œuvrons aussi collectivement sur la sécurité de nos plages et la sécurité des baignades. Donc pour ce faire, les 24 communes qui sont concernées et 4 EPCI sont regroupées effectivement au sein d'un syndicat mixte qui a pour but déjà, à ce jour, avant de vous parler d'une expérience nouvelle et assez novatrice, de recruter l'ensemble des nageurs sauveteurs du littoral landais. Donc nous recrutons à peu près 460 nageurs sauveteurs, nous avons plus de 600 candidats. Nous les testons sur des stages à l'océan pendant 4 jours pour savoir s'ils sont aptes ou pas à œuvrer dans cet univers si spécifique qu'est notre océan landais, avec des vagues, avec des problèmes de baïne, enfin de courant de baïne. Donc il faut être sûr que les personnes qui vont être sur nos plages, titulaires de BNCSA, sont en capacité d'œuvrer dans cet élément particulier. Et une fois qu'ils sont installés, nous armons 54 postes de secours sur le littoral landais. Nous les aidons au travers d'un PC départemental qui leur permet d'être assistés en cas de pépin, en cas de drame, en cas de noyade ou en cas de phénomène exceptionnel. Donc nous les accompagnons au quotidien sur le sujet. Nous mutualisons aussi tous les achats de matériel. Alors ça va des tenues évidemment que vous avez vues sur le premier slide, et aussi les véhicules 4x4, les jet skis, les paddleboards, les planches de sauvetage, les appareils de tout ce qui concerne aussi la tenue des plages de façon sécuritaire, le matériel dont on a besoin. Et puis nous avons constaté que nous surveillons à peu près les plages pour les plages urbaines pendant 7 mois et pour les plages nature, on va dire, pendant 4 mois. Nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de monde dès qu'il y a un rayon de soleil. Il y a eu l'effet Covid, donc la présence de plus en plus effective de personnes sur notre littoral. Il y a plus de 2 millions de personnes qui viennent sur nos plages sur l'année. Et en dehors des saisons de surveillance, on a vécu des drames. Et nous avons aussi constaté que les gens connaissaient de moins en moins le fonctionnement de l'océan. Donc il fallait les acculturer de plus en plus. Et outre l'information que l'on fait habituellement, on a décidé de se lancer dans une présence à l'année. Donc pour ce faire, on va embaucher 24 nageurs sauveteurs à l'année, répartis en 3 secteurs, Nordland, Centreland et Sudland, qui, lors des jours, à l'occasion des périodes où il y aura du monde sur nos plages, vont pouvoir patrouiller pour pouvoir informer le public des dangers qu'ils encourent en prenant des risques et pouvoir aussi éduquer ces personnes qui fréquentent notre littoral en dehors donc, de ces périodes de surveillance. Évidemment, il y a des jours où il ne fait pas beau, donc ils ne vont pas être sur la plage, mais on va profiter aussi d'étendre quelque chose que l'on fait déjà depuis quelques années, c'est la présence dans les milieux scolaires. Depuis la primaire jusqu'à la fin du lycée, nous allons dans les écoles pour parler de l'océan, parler de ses risques, parler de son attractivité et aussi inciter les jeunes landais à nous rejoindre en tant que managers sauveteurs pour nous accompagner dans des missions futures. C'est un travail de longue haleine mais qui est nécessaire et puis on sait que les enfants aussi ont la capacité à éduquer leurs parents dans la prise de risque. Alors évidemment, vous allez me dire, ça a un coût. Effectivement, ça a un coût. Il est mentionné. Et c'est là où on a sollicité le département et il nous accompagne efficacement. C'est un coût à peu près de 1,2 million par an pour l'ensemble du littoral. Le département participe à concurrence de 500 000 euros
Nous avons aussi des partenaires, nous avons cherché des partenaires externes. Et dans ce fonctionnement, d'ailleurs, nous avons plusieurs commissions, une commission marketing, une commission communication, une commission recherche et développement. Et par exemple, la fondation de la princesse Charlène de Monaco nous a doté d'un jet ski, d'un véhicule 4x4, grâce à notre participation avec elle dans des manifestations internationales. Et donc le reste à charge ne sera plus que de 280 000 euros pour les collectivités landaises. Peut-être juste une précision, comment cela est perçu et reçu par les écoles, les jeunes que vous visitez, par cette sensibilisation, parce que ça fait partie de notre identité aussi, ce patrimoine qu'évoquait Eric Ben tout à l'heure, la transmission, comment c'est reçu par les habitants? C'est très, très bien perçu, honnêtement. Bon, certains ont des doutes sur l'efficacité. Donc ce dispositif, on va le tester pendant 2 ans et demi. Et s'il s'avère efficace, on le renouvellera évidemment. Mais c'est très, très bien perçu. Notre passage dans les écoles et le fait de vendre ce magnifique métier qu'est le sauvetage et de pouvoir travailler aussi efficacement toute l'année aux côtés de la SNSM, des sapeurs-pompiers du SDIS est quelque chose de très valorisant pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Bouy, maire de Messanges. Vous nous parlez des baignades landaises. Alors, pour terminer, avant de laisser la parole à l'amiral, au préfet maritime, je dirais comment parler de la mer sans parler de la pêche. Et Olivier Lenezet, vous êtes président du Comité national des pêches. Et quand on s'est parlé, il y a quelques jours, j'étais assez ému, assez touché de votre propos, parce qu'il était empreint d'une grande humilité et de cette notion de dépassement de soi. Les pêcheurs sont au quotidien, tous les jours, en mer. Ils sont des sentinelles un peu, ils sont des révélateurs, vous m'avez même dit des lanceurs d'alerte. J'aimerais que vous me disiez quel est le rôle pour vous de la pêche, en dehors de son rôle premier de nutrition. Déjà, bonjour à tous et à toutes. C'est dommage, j'ai vu la Bretagne sortir. Michael Carnes, il quitte la salle quand je prends la parole. Pour un Breton, c'est vexant. Non, je blague évidemment. Comme ça, s'il m'entend, il va être obligé de revenir. Oui, évidemment que la pêche française, elle a une particularité, c'est qu'on est les seuls à être en mer nuit et jour, 365 jours par an. Et j'ai entendu ce matin de puissance, alors oui, un peu les militaires, mais on est plus nombreux, mais en termes de navires. Mais moi, ce matin, j'ai entendu parler de puissance maritime. Non, on a le 2e domaine au monde, c'est pas la même chose. C'est à nous, ça nous appartient. Il y a du monde qui s'est battu pour conquérir, certes, certains espaces maritimes, mais aujourd'hui, il faut éviter de se le faire déposséder, parce que ce domaine maritime, il est riche, il est en même temps ce qui doit nous permettre de se projeter aussi dans l'avenir, parce que ce qui est sur l'Hexagone, on n'ira pas en dehors, on va pas le faire comme le fait certains agresseurs dans d'autres pays. On ne va pas les conquérir, les pays à l'Est, et de tanière, la seule conquête que l'on peut faire, c'est découvrir les océans et avoir cette possibilité de répondre aux enjeux de la pêche, mais aux enjeux aussi militaires, aux enjeux maritimes tout court, de sauvetage, tout ce qu'on veut. Et là-dessus, les communes littorales, ils ont un atout phénoménal, parce qu'elles sont aussi le lien terre-mer. Et dans ce lien terre-mer, il y a le sauvetage, certes, mais il y a aussi tout ce qui est le lien aussi avec d'avoir une eau de qualité. Notre qualité pour les baignades, pour le tourisme, mais aussi pour tout ce qui est la mer nourricière, qui est d'abord en tout là pour avoir des ressources qui soient abondantes et qui permettent justement de pouvoir nourrir la population, qui est un des enjeux majeurs à aujourd'hui, nourrir la population. Et pour moi, il y en a un autre qui est très important. C'est comment fait-on, qu'en fait tous collectivement pour anticiper et avoir la prévisibilité sur l'approche du dérèglement climatique. Les premières victimes qui sont du dérèglement climatique, ils sont en mer, ce sont les pêcheurs. Et là-dessus, sur ce sujet, il faut beaucoup de connaissances. Et la connaissance scientifique, elle ne pourra fonctionner qu'avec la connaissance empirique de la filière. C'est comme ça qu'on arrivera à essayer d'anticiper, ce qui n'est pas évident. Parce que je vois dans certaines façades du poulpe qui revient, dans d'autres ça disparaît. On est dans un changement fulgurant. Et là-dessus, on se doit tous collectivement
d'anticiper, parce que quand les villes côtières sont submergées par les océans, ce sera trop tard. Donc comment on arrive à être collectivement ici avec tous les élus du littoral pour anticiper ça? Et surtout, moi l'enjeu aujourd'hui, comme je vous vois tous aujourd'hui, c'est important de continuer à avoir des pêcheurs en Corse. Je les ai rencontrés hier et avant-hier. Il y en a tout le long du littoral. Et aujourd'hui, les vraies difficultés de la pêche, c'est certes, pour certains sujets encore, un peu la ressource. Mais globalement, c'est surtout comment on renouvelle une flotte de pêche qui a 30 ans d'âge. Je vois les départements d'outre-mer qui sont là. J'espère que je les verrai à la pause ou cet après-midi. Mais on parle de 60 ans, quoi. Donc le vrai enjeu, c'est comment renouveler une flotte de pêche qui aujourd'hui, il y a 4500 navires à renouveler en métropole. Il y en a un peu plus de 3000 dans les départements d'outre-mer. C'est fondamental. C'est ce qui doit permettre aussi d'être la continuité, parce que l'amiral l'a dit, oui, nous on est en mer aussi. Mais c'est bien d'avoir des yeux, des oreilles et la bouche des pêcheurs aussi, des fois pour amener des informations. C'est utile. On a aussi les renseignements territoriaux, maritimes pour la marine. Et c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir renouveler cette flotte de pêche. Là, aujourd'hui, le comité national a acté qu'avec justement la taxe d'État dite EMR, alors oui, un pêcheur à la base, il est contre l'éolien. Les moulins à vent, vous savez, les sèche-cheveux, c'est pas leur kiff. Par contre, comme je dis à chaque fois, ils ont le droit d'être contre, on a le droit d'être opposé. L'espace maritime, il se partage aujourd'hui, avec toutes sortes d'acteurs. Par contre, on n'a pas le droit d'être con. Parce que ça dure plus longtemps. Et donc, il faut faire gaffe. Et donc, cette approche a permis aujourd'hui qu'avec la taxe d'État EMR, dans les 12 000, il y a justement cette capacité de pouvoir, avec la mise en place du REPA, qui est un régime d'exemption qu'on a mis en œuvre au Comité national des pêches, avec toutes les équipes, à aujourd'hui, et avec la DGEMPA, s'il te plaît. Merci, Eric, de le rappeler. C'est vrai que je l'avais oublié, la DGEMPA. Non. Et donc, c'est important qu'on puisse justement commencer à maintenir la flotte de pêche existante pour pouvoir commencer après, dans un futur proche, je l'espère, d'avoir d'autres capacités de pouvoir utiliser ces fonds-là, mais dans une approche où les fonds structurels européens baissant, il faut que les élus des littoraux nous soutiennent et portent notre voix aussi au niveau communautaire, parce que c'est là-bas que ça se passe pour la pêche, c'est pas au niveau national, c'est au niveau européen. Il est indispensable que l'on puisse collectivement aller porter cette demande qui est de réautoriser les aides d'État aux États pêcheurs pour pouvoir renouveler cette flotte de pêche. Et cette flotte de pêche, elle pourrait être renouvelée avec les moyens de la taxe d'État, qu'elle soit dans ou en dehors des 12 000. Et donc ça, c'est indispensable. Et ça fera le lien aussi d'ailleurs, je vois souvent les communes qui sont impactées, avec les régions, où là aussi, il y a les producteurs, mais il y a aussi la mise en marché et la filière aval. C'est ces trois maillons faibles qu'il faut sauver. C'est les trois maillons qui sont en danger, et pour pouvoir les sauver, on doit y répondre aussi par des leviers financiers. Alors ça va me dire, c'est pas la conjoncture, oui, mais il y a cette taxe elle peut contribuer à sauver les gens de mer, entre autres ceux qui vont pour nourrir la population. Moi je lui dis tant mieux, et la CNSN aussi, reçoit aussi une partie de cette taxe, mais aussi l'environnement, d'ailleurs, pour la connaissance, et je crois que c'est vraiment fondamental que l'Europe réautorise ces aides-là. Quand on a des baisses de fonds, qu'on va devoir maintenir une flotte et donc des équilibres aussi à terre d'entreprises qui vous concerneront directement, il est urgent qu'on puisse réautoriser ça. Et donc le comité national commence par des aides et des soutiens sur 4 leviers. Un sur l'efficacité énergétique, un autre sur la valorisation des produits de la mer, la santé, la sécurité, et aussi sur l'efficacité des engins de pêche. Il faut aller sur l'innovation sur les futurs navires, l'innovation de transition énergétique, d'innovation technologique. Et donc pour ça, on a déclenché le feu. Maintenant on y va, non pas pour l'éteindre, mais bien pour aller et continuer, gérer la continuité de nos activités de pêche. Merci. Merci à vous, merci beaucoup Olivier Lenizet. On peut conclure en disant que finalement on peut ne pas être d'accord et le dire parfois de façon très ferme. Mais l'ANEL permet ce partage de connaissances, d'idées, de points de vue pour que finalement nous puissions conjuguer les usages et entretenir cette identité mérienne dont nous venons de parler. Merci infiniment à vous tous. Amiral, je vous laisse la parole pour ce qui sera le mot de la fin. Et je vous souhaite... je vais vous laisser mon micro. Voilà. Merci de me souhaiter. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord saluer et remercier
le nouveau président et le maire de Bonifacio de nous accueillir aujourd'hui. Remercier aussi Yannick Moreau. Saluer également tous les présidentes et présidents, tous les maires et élus qui sont ici avec nous aujourd'hui. Moi, je suis très heureux de vous parler pour conclure cette table ronde. Alors, j'ai bien conscience que je suis le dernier obstacle qui vous sépare du déjeuner. Donc, j'essaierai de faire court et concis. Le sujet qui, pour la conclusion, concerne la souveraineté nationale et évidemment son application dans le domaine maritime, avec finalement une évocation du rôle que joue le préfet maritime en première ligne dans la défense de nos intérêts souverains, quels qu'ils soient. Alors, je voulais juste commencer par une citation qui a été issue d'un discours du président de la République aux dernières assises de l'économie de la mer, qui disait « La souveraineté, c'est au fond choisir par nous-mêmes les règles et décider de contrôler ce que nous devons contrôler. » Et en effet, la mer est au cœur de cette problématique de la souveraineté française dans un monde en bouleversement. Ce bouleversement, il est à l'œuvre, vous le voyez tous les jours dans l'actualité, je ne vous fais pas le descriptif par le menu, mais c'est quelque chose qui se rappelle à nous quotidiennement. La notion de souveraineté dans le champ maritime, elle revêt un caractère particulier, ça a été rappelé par de nombreux intervenants, c'est qu'effectivement la France possède le deuxième domaine maritime mondial. Ce qui nous impose un grand nombre de responsabilités, mais ce qui nous oppose de la même façon de multiples menaces. Et là, je voudrais citer une deuxième personne qui est l'amiral Prazuc, qui a été chef d'état-major de la marine entre 2016 et 2020 et qui pointait du doigt finalement très bien ces sujets. Ce qui n'est pas surveillé est visité, ce qui est visité est pillé et finalement ce qui est pillé finit toujours par être contesté. Voilà, donc finalement, face entre ces tensions, la montée des nouveaux acteurs, de la puissance des nouveaux acteurs, la montée en puissance des nouveaux acteurs, il est essentiel de faire de la mer un levier stratégique pour notre souveraineté. Ça nécessite évidemment de renforcer notre présence dans nos zones d'intérêt, de sécuriser nos routes commerciales et nos points d'appui avec des déploiements évidemment qui sont plutôt avec des moyens militaires. Mais c'est un deuxième pilier qui évidemment est celui de développer l'économie bleue. Éric Ballen en a parlé tout à l'heure dans son intervention. Et puis le troisième point, on en a parlé aussi avec Olivier Lenezet, c'est encore de mieux protéger nos espaces et d'en exploiter durablement les ressources. Alors notre souveraineté par essence, elle est indivisible. On ne la découpe pas en petits morceaux. Et elle s'inscrit dans des domaines qui sont extrêmement variés. Ce qui explique et justifie et qui sous-tend d'ailleurs le rôle clé du secrétaire général de la mer, qui lui va, sous l'autorité du Premier ministre, permettre la continuité, la cohérence de l'ensemble des politiques publiques maritimes de notre pays et d'assurer aussi, par l'intermédiaire des préfets maritimes, la coordination des moyens de l'État dans tous ces domaines d'intervention en mer. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la souveraineté, il y a quelques grandes priorités structurantes. Elles ont été rappelées par Frédéric Montagny tout à l'heure. Le premier point, je vais commencer par le paramètre premier, qui est celui de défendre les Français et les intérêts de notre pays sur mer, alors du large jusqu'à proximité de nos côtes, dans nos approches, depuis les littoraux métropolitains jusqu'aux Outre-mer. Je salue tous nos amis qui viennent d'Outre-mer pour ce congrès de l'ANEL. Et c'est aussi de garantir la liberté de navigation sur toutes les mers du monde, de protéger nos infrastructures maritimes critiques, pour en citer quelques-uns. Le deuxième point, c'est d'affirmer une diplomatie navale et maritime proactive. On a parlé de BBNJ tout à l'heure, qui a été un des succès de l'UNOC et dont le 60e signataire vient d'entériner le BBNJ. Le troisième point, ça a été évoqué, la souveraineté industrielle maritime, les ports, pour en faire des hubs de résilience, de compétitivité et avoir vraiment des logiques intégrées avec ces ports. L'émergence d'une culture maritime nationale. Là, on a parlé beaucoup de formation et je pense que c'est dans ce domaine-là on a encore beaucoup d'efforts à faire. On connaît tous que la mer est très éloignée pour le commun des Français, alors que vous, comme élus littoraux, vous le vivez de façon beaucoup plus charnelle. L'avant-dernier point, c'est la transition écologique de l'économie bleue. Et puis enfin, c'est le développement d'une force stratégique, qui est l'un des derniers points qui a été évoqué durant ce congrès. Alors, en tant que préfet maritime, moi je ne couvre pas l'ensemble de ces différents domaines et de ces différents sujets. Ce que je vous propose, c'est de passer au travers de mes différentes casquettes, finalement, dans quel domaine le préfet maritime se retrouve aux premières loges ou en première ligne de défense, pour citer le titre, sur la défense de la souveraineté de notre pays.
Premier point, j'ai une casquette militaire qui est celui de commandant des opérations dans la zone Méditerranée et mer Noire. Donc ce qui se passe en Ukraine me concerne directement. Et cette première casquette, c'est finalement le commandement des unités et des forces françaises qui sont déployées dans ces différentes opérations. On ne les déploie pas pour les déployer, on les déploie pour pouvoir surveiller ce qui se passe dans ces zones-là, de pouvoir comprendre ce qui s'y passe de façon autonome, c'est ce qu'on appelle l'appréciation autonome de situation, c'est-à-dire qu'on ne compte pas sur les autres pour se faire notre propre idée sur ce qui se passe et en quoi nos intérêts sont en jeu. C'est aussi un moyen pour anticiper ce qui peut s'y passer et évidemment de protéger les intérêts de la France et intervenir si jamais si jamais ils sont menacés. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, et si on parle un peu de Méditerranée, les occasions de se pencher et de jouer cette carte pleinement est parfaitement d'actualité. D'autant plus qu'aujourd'hui, les conflits qui sont à terre débordent en mer. Je vous citerai à nouveau la mer Rouge et les Houthis, ce qui peut se passer en mer Noire. Pour faire ça, comment agissons-nous? Nous déployons des forces, on les déploie de façon autonome et on peut les déployer de façon multilatérale, soit au sein du traité de l'Atlantique Nord avec les forces OTAN, soit au sein de l'Union européenne. C'est le cas par exemple avec l'opération Irini au large de la Libye, ou dans des cadres multilatéraux. Je pourrais vous citer le 5+5 qui relie 5 pays du Nord et principalement méditerranéens, puisqu'il y a le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte. Et au sud, nous commençons par la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Voilà. Deuxième casquette qui, elle, est plutôt au niveau territorial et qui concerne plutôt mes fonctions de commandant d'arrondissement maritime et qui est plus centrée sur la région toulonnaise. Pourquoi il y a un intérêt pour la souveraineté? Parce que c'est dans ce port, qui est le premier port militaire d'Europe, qui regroupe quasiment 20 000 personnes qui y travaillent chaque jour, que l'on entretient, qu'on maintient en condition opérationnelle les bateaux qui vont conduire leur mission. C'est là qu'on y trouve 2/3 de la flotte française en tonnage, avec des moyens de très haute valeur ajoutée, notre porte-avions, nos sous-marins nucléaires d'attaque par exemple. Et c'est un port de projection à partir duquel on va projeter nos moyens à travers le monde. La souveraineté, elle s'exprime par la capacité qu'on a à pouvoir construire des infrastructures portuaires dimensionnantes, extrêmement complexes. Par exemple, l'accueil des nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque qui a lieu en ce moment. Et puis, vous avez tous entendu parler du porte-avions nouvelle génération qui arrivera à la fin des années 2030 et pour lequel on va entamer d'ici peu de temps les premiers travaux. Ce n'est pas une affaire de défense pour la défense, c'est une affaire de construction portuaire qui va engager les futures générations, puisqu'on construit tous les 75 ans des nouvelles infrastructures portuaires. Là, c'est celle qui va concerner notamment le porte-avions. Et c'est quelque chose qui est un moteur essentiel pour l'économie régionale et évidemment pour toutes les communes littorales qui sont concernées. Dernière casquette, celui qui vous est plus connu, qui est celle du préfet maritime, donc la casquette civile qui va être représentant de l'État en mer pour la Méditerranée, pour ce qui me concerne, sous l'autorité du Premier ministre via le secrétaire général pour la mer. Dans ce domaine-là, évidemment, le préfet maritime va s'occuper de la défense des droits souverains et des intérêts de la France dans nos zones. La sauvegarde des personnes et des biens, ça c'est le préfet de l'urgence. C'est celui qui va agir avec le CROSS, on en a parlé tout à l'heure, qui va utiliser régulièrement les sauveteurs de la SNSM, et ce qui est pour moi aussi l'occasion de les saluer parce qu'ils font un travail extraordinaire, et moi je ne peux rien sans la SNSM, qui sont très souvent les primo-intervenants. La deuxième casquette du préfet maritime, c'est celle du préfet de police en mer. C'est aussi bien la lutte contre les trafics illicites que le maintien de l'ordre public. Et puis le dernier, qui a été évoqué aussi par Éric Banel, c'est le préfet qui va être un aménageur du territoire marin, avec le préfet coordonnateur. On est 2 préfets coordonnateurs, le sous-préfet Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec lequel nous sommes binômés sur ce domaine-là, et qui lui a pour but à la fois de préserver l'environnement et évidemment de développer, d'assurer le développement économique. Alors pour la façade économique, pour donner quelques chiffres très rapides, c'est 2000 km de côte, dont 1000 km en Corse. C'est une zone de protection écologique qui regroupe énormément d'aires marines protégées. Vous en connaissez toutes les différentes catégories et qui couvre une très très grande partie des eaux sous souveraineté française méditerranéenne. C'est 19 sémaphores, on parlait des yeux pour surveiller avec le président Lenezet et les sémaphores qui sont 19 sur toute la façade et 7 pour la Méditerranée jouent ce rôle-là. C'est 213 communes littorales, 38 ports départementaux et 6 ports d'intérêt national, dont celui de Marseille-Fos.
Alors mon travail dans ce domaine-là en matière de souveraineté, on parlait du patrimoine de façon générale et du patrimoine environnemental, c'est évidemment de le protéger. Donc c'est d'accompagner, de promouvoir, de susciter, de mettre l'aiguillon aussi dans la création de nouvelles aires marines protégées. On parlait des zones de protection forte, qui est un très gros travail qui est conduit par la préfecture maritime. C'est également les nouvelles zones Natura 2000 qu'on aura au large. Et ça, c'est un travail qui ne se fait pas dans un petit coin de la préfecture maritime. C'est fait en relation avec évidemment les gestionnaires marines protégés, les différentes directions de l'État. On parlait de la DIRM, des DDTM qui font ce travail-là. Avec les territoires, j'ai vu tout à l'heure Guy Armanet pour l'Office de l'environnement de Corse, évidemment avec les collectivités de Corse, mais on le fait également avec les professionnels dans la même façon. L'idée à chaque fois étant la concertation, la conciliation, les échanges. On a le développement également des mouillages écologiques, on a parlé des SMEL, qui vont aussi dans cette logique de préservation de l'environnement et notamment de la Posidonie. Mettre en place des mouillages écologiques, ça s'assortit aussi du contrôle qu'on a sur ces zones qui sont protégées, et avec aussi une prise en compte par les magistrats des préjudices écologiques qui ont lieu quand les bateaux viennent mouiller dans les zones qui sont sous arrêté préfectoral, et en particulier dans les zones dans lesquelles la Posidonie est protégée. Il y a eu quelques condamnations emblématiques dès novembre l'année dernière, avec un capitaine de yacht qui a été condamné à 75 000 € d'amende et un autre à 25 000 pour préjudice écologique en ayant mouillé dans la Posidonie. Autre moyen aussi de renforcer notre souveraineté, c'est de renforcer les moyens que nous avons de la marine et des moyens de l'État pour la surveillance du trafic maritime, éviter les pollutions marines ou les trafics illicites. Vous connaissez tous l'Abeille Méditerranée, qui est le plus gros remorqueur que l'on a en Europe sur la façade méditerranéenne, et les bâtiments de soutien et d'assistance métropolitains qui viennent les appuyer. Et puis enfin, c'est la planification spatiale dont on a parlé en matière d'énergie marine renouvelable. Ça fait partie de la souveraineté énergétique de ce point de vue-là. Et en Méditerranée, aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins avancés dans le processus que peut l'être la Manche et la mer du Nord ou l'Atlantique, puisque nous sommes en train de mouiller les premières fermes expérimentales, fermes qui sont pilotes, au large de Fos et puis au large de Port-la-Nouvelle, avant d'entamer les fermes plus industrielles qui auront lieu dans quelques années. Donc tout ce travail de préservation de la souveraineté, et on l'a rappelé plusieurs fois ici, le maître mot, c'est la conciliation, c'est le dialogue, c'est la concertation, de mettre tout le monde autour de la table et d'aller vers des solutions qui sont pensées collectivement pour atteindre les résultats. On a beaucoup parlé d'acceptabilité, là je sors de la souveraineté, mais c'est un paramètre qui est extrêmement important. Acceptabilité, on parlait des professionnels, en particulier de la pêche, mais également de nos populations qui sont riveraines. Et vous êtes bien placés comme maire des littoraux pour avoir ce paramètre essentiel aussi en tête, puisque nos concitoyens font partie pleinement des réflexions que nous avons à mener et sur la façon dont nous voulons aménager évidemment nos littoraux, mais aussi ce qui est juste en face d'eux, en mer. Pour conclure, si j'avais deux messages à vous faire passer, un, la souveraineté maritime nationale, elle ne se découpe pas en tranches. Tout ça, c'est un tout cohérent, et ce qui explique d'ailleurs notre structuration entre un secrétaire général pour la mer et des préfets maritimes pour la métropole. Deuxièmement, on a coutume de dire que le 21e siècle sera maritime ou ne sera pas. Là, je parle à des convaincus, j'en suis sûr, et en tout cas, vous avez en face de vous quelqu'un qui est convaincu à 4000%. Très clairement, la mer, elle incarne un champ d'opportunités immense. Ça a été rappelé par tous les intervenants ce matin. Encore faut-il en faire un choix stratégique, durable et structuré pour peser dans les recompositions globales qui sont en face de nous. Et il y a des gens qui ne nous attendent pas dans ce cadre-là, qui sont compétiteurs ou amis, mais qui, eux, avancent. Il faut qu'on puisse à la fois sécuriser nos approvisionnements, réindustrialiser nos territoires, et la France, elle doit se penser réellement comme une puissance maritime intégrée. Et je suis sûr que vous, en tant qu'élus littoraux, vous êtes pleinement convaincus de ce fait et que vous serez évidemment des ambassadeurs extrêmement efficaces et convaincants pour pouvoir faire passer ces messages vers nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amiral. Et merci à tous nos intervenants de ce matin. On peut vraiment les applaudir. Merci à vous pour votre présence et votre attention.